commencer. Bienvenue dans ce mini webinaire sur les vidéos tutoriels efficaces et dynamiques. Donc, c'est ça, on est au printemps 2023. Donc, la merveilleuse équipe du Récit Art. Au Récit, on est 5 conseillères pédagogues numériques. Donc, vous voyez Brigitte-Louise et Marie-Ève qui sont avec moi aujourd'hui pour m'accompagner dans ce merveilleux webinaire. Et moi-même, qui suis là depuis le mois de septembre. J'ai un dossier majoritaire en art dramatique, minoritaire en art plastique et ma formation initiale est en enseignement des arts plastiques. Donc, vous allez remarquer que mes exemples sont souvent tirés des arts plastiques, mais ça peut se transposer à tous les arts, vous allez voir, c'est pas seulement, à vase clos. Et puis, j'ai une passion pour la psycho. Donc souvent, toutes les choses que je vais faire, vont avoir un petit lien avec ça. Donc j'aime bien comprendre le pourquoi et le comment en arrière des choses. Donc vous allez voir transparaître ça un peu à travers la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir accès à la présentation, vous pouvez aller sur monurl.sera, tutoriel dynamique 2023 ou scanner le code QR avec votre appareil mobile. Donc, il y a des liens dedans vers les différents outils, vers les sources aussi que j'ai utilisées, vers des choses pour le récit, donc pour aller chercher votre badge notamment. Donc, je vous conseille fortement de prendre une photo du petit code QR ou d'aller sur le site web. Donc, aujourd'hui, j'ai divisé le contenu en sections que je trouvais logiques. Donc, tout d'abord, on va voir les fondements en arrière de ce que je vais vous montrer, donc par rapport à la mémoire et la perception. Ensuite, on va voir l'aspect plus vidéo. Donc, qu'est-ce que la vidéo contient, son visuel, le contenu pédagogique qui est dans la vidéo, la durée qui est la plus optimale, la voix aussi qui est utilisée. Et on va voir une petite portion de préparation aussi, donc avec comment faire un bon plan et quelques outils que je vous suggère si c'est la première fois que vous faites face à cette merveilleuse chose qu'est la vidéo pour faire des tutoriels. Donc, tout d'abord, les fondements. J'ai basé ma présentation, en fait, sur une étude que j'ai trouvée qui était en fait, qui est pas une étude à proprement parler, mais qui est un papier basé sur des études, qui a été faite par 7 enseignants du cégep, de l'université et du secondaire, qui parlaient en fait qu'à la base, pour qu'un vidéo soit efficace dans le cadre de l'enseignement, il y a 3 facteurs qui sont super importants. On a le facteur de la charge cognitive, donc à quel point est-ce que l'élève va devoir travailler avec son cerveau? On a le facteur de la motivation, parce qu'un élève qui n'est pas motivé ne regardera pas la vidéo ou va la regarder en fixant le vide. Et on a le facteur de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça apporte à notre élève, cette vidéo-là? Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, vous allez retrouver les icônes du petit cerveau, du poids haltère et du canevas à travers mes diapos. En fait, pour souligner quel aspect, quel facteur va vivre un impact par rapport à ce que je vous présente à ce moment-là. Donc, la mémoire. Parce que bien évidemment, le but de faire une vidéo, c'est qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils s'en souviennent. La mémoire fonctionne par étapes, en fait. Donc, tout d'abord, la mémoire, elle est sensorielle en ce sens où on va capter les stimuli avec nos sens, donc avec nos yeux et avec nos oreilles, dans le cas d'une vidéo. Et les sens vont envoyer ça à notre cerveau. Et notre cerveau va commencer à le stocker dans la mémoire de travail, qui est une mémoire court terme qui est très, 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 très courte. Cette mémoire-là, c'est comme un filtre. Donc, elle va filtrer les éléments qu'elle croit qui sont nécessaires et elle va les envoyer à la mémoire long terme qui nous sert d'entreposage. Donc, quand on fait notre vidéo, il faut toujours avoir en tête que ces étapes-là doivent être passées et qu'il y a un filtre, justement, qui va se faire dans le cerveau de nos élèves par rapport à l'information qu'on va leur présenter. Donc, je vais vous laisser un petit 30 secondes pour lire la séquence suivante. Et là, j'ai besoin de vous. Il faut que vous participiez avec moi. Donc, je vous laisse 30 secondes pour regarder la séquence et essayer de la retenir. J'ai parti mon timer. Le 30 secondes est commencé. OK. Donc là, je vais vous parler un petit peu
parce que c'est toujours ça qui se passe, hein. On regarde quelque chose et là, il y a d'autres distractions et là, notre cerveau est utilisé par autre chose. Et là, je vais vous demander, est-ce que vous êtes capable de m'écrire dans le clavardage la séquence? Ou si vous avez des bouts. Si vous avez des bouts, vous pouvez écrire des bouts. Donc, écrivez-moi tout ce que vous avez retenu dans le clavardage. On va tester votre mémoire de travail. C'est sûr que si Marie-Ève, elle écrit, elle a lu mon diaporama avant, fait que son cerveau l'a déjà enregistré. Oh, OK. Brigitte Louise, on a ASD, YTRE. C'est merveilleux. Tu montres une théorie que je monte un peu plus loin. Oh wow, on a des gens qui ont beaucoup de mémoire, c'est excellent. Excellent, donc ASD, RTW, oh wow! Magnifique! Vous êtes vraiment bon. Donc en fait, il y en a pas mal qui ont retenu presque toute la séquence. Votre mémoire de travail est très exercée, félicitations. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 caractères et normalement, là, on a ici des gens qui sont au-dessus de la moyenne, notre cerveau enregistre une capacité de 7 plus ou moins 2 éléments, donc de 5 à 9 éléments, sur une durée de 30 secondes. Donc, vous voyez où est-ce que je m'en allais avec mon 30 secondes par rapport à ça. Donc, dites-vous que le filtre qui est utilisé par notre cerveau pour encoder les éléments dans la mémoire de travail, va justement faire une grosse sélection grossière de qu'est-ce qui va être transposé dans l'entreposage à long terme, donc la mémoire long terme. Donc, c'est un truc qui est vraiment important à considérer quand on fait nos vidéos. Donc, la mémoire de travail est vraiment, vraiment la clé, en fait, par rapport à comment on va construire notre vidéo. Et il y a deux types d'informations, si vous voulez, là, qu'on va retenir, par rapport à, ce qui nous entoure. Parce que là, c'est sûr que là, on parle de vidéo, mais c'est comme en général aussi, là. On a l'information qui est verbale et qui est significative. Donc, tout ce qui est par rapport aux mots, aux chiffres, comme la séquence que je viens de montrer, c'était verbal, mais c'était pas significatif parce qu'on s'entend que c'était une série de lettres qui avait aucun rapport. Mais un numéro de téléphone, par exemple, c'est considéré comme quelque chose de significatif. Ça a un sens pour notre cerveau, ça a une logique. Des mots aussi. Quand on apprend à lire, ce n'est pas au début, mais avec le temps, on fait de l'association et on sait que LE, ça veut dire le, CHAT, ça veut dire chat. Donc, ça devient significatif et notre cerveau va avoir plus de facilité à retenir ce qui est verbal et significatif plutôt que ce qui est verbal et non significatif. Donc, si je vous avais fait apprendre un numéro de téléphone, ça aurait été plus facile que la série de lettres et de chiffres qui n'avaient aucun rapport. Il y a quelques diapos. Et on a aussi l'information qui est non verbale par rapport aux formes et aux images. Donc, tout ce qui est déjà acquis, connu, va être plus facile à retenir que les choses qui sont moins connues. Donc, une image de chat va être plus facile à retenir qu'une image de monnaie la première fois qu'un élève le voit. Donc, je vais vous demander de lire la phrase ici. Je suis fatigante avec mes exercices, hein? Ouh! Et je vais lire la phrase moi-même et je vais vous laisser encore une fois 30 secondes pour essayer de retenir ce que vous pouvez retenir dans les phrases qui sont là. Et bon, c'est parti. C'est ça. J'ai une belle thématique féline aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier ChatGPT pour ces quelques phrases sur les chats qu'il m'a produit gracieusement. Dans le texte, quel mot avez-vous le plus retenu dans le texte qui était là? Donc, vous pouvez l'indiquer dans le clapartage. Ah, c'est super drôle! J'avais pas vu que ASD sont consécutifs sur le clavier de l'ordinateur, Brigitte Louise. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et si j'en ai qui me sortent des phrases complètes, je vais être super impressionnée. Populaire compagnon silencieux, excellent. Compagnon silencieux, populaire affectueux, oh! Populaire affectueux joueur, OK, c'est intéressant ça! Oh wow!
Ça, c'est une excellente mémoire. Les chats sont des animaux domestiques populaires aux personnalités uniques. C'est excellent. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sorti populaire, compagnon et silencieux. Et il y a une raison pour ça, en effet. Donc, si on va voir les bases de la perception, notre cerveau, en plus de faire un filtre, en fait, sélectionne le filtre qu'il va utiliser avec différents facteurs. Donc, les facteurs qui sont utiles pour notre vidéo sont à l'écran, mais il y en a d'autres que je vais vous dire après parce que dans les réponses que j'ai, je trouve ça super pertinent de vous le dire. Donc, nos yeux, nos oreilles vont aller capter les stimuli de la vidéo, de l'environnement, et soit que le cerveau va filtrer l'information par attention sélective. Donc, je sais que je regarde une vidéo, par exemple, sur l'outil sélectionné de GIMP. Mon cerveau sait que je regarde cette vidéo et il va retenir ce qui est important selon moi parce que je porte attention à l'outil sélectionné de GIMP. Donc, volontairement, je porte attention à cet outil-là. Et donc, mon cerveau va filtrer en fonction de l'attention que moi, je porte à cet outil-là. Si je suis un élève qui a peu d'intérêt pour l'outil de sélection de GIMP, je vais probablement être plus attirée par les caractéristiques physiques. Et là, c'est pas juste physique dans le terme du toucher, là, mais c'est physique aussi dans le terme du sonore. Donc, un ping va faire ah, ça l'a fait ping là, la flèche est là. Oh, ça c'est intéressant. Et mon cerveau va enregistrer ça. Si il y a une couleur, donc vous aurez remarqué, il y avait des couleurs et du gras sur Compagnon silencieux et j'ai oublié le troisième de ma propre diapo. Donc, c'est le but, en fait, c'était que votre cerveau, parce que vous ne saviez pas à quoi porter attention réellement, c'était on me lit des phrases. Votre cerveau a fait ah, il y a de la couleur, ah, c'est en gras, je vais le retenir, ça doit être important. Donc, tout ce qu'on porte attention volontairement et les choses qui ressortent par un visuel, par un son, par une intensité, ou ça peut être une durée. Tu sais, un klaxon, ça fait mais. On va le remarquer beaucoup plus vite que ça fait juste mais. Donc, tout ça a de l'importance pour l'information qui est retenue par notre cerveau. Et il y en a un que j'ai pas écrit, mais je trouvais ça vraiment intéressant de vous le dire, les facteurs personnels. Donc, si vous aimez les chats, vous allez retenir plus de faits sur les qualités des chats, au-delà de mes couleurs. Donc, les chats sont joueurs, par exemple. Ou si vous aimez les voitures, puis que c'est une vidéo sur les voitures, là, vous regardez, je sais pas, un review du dernier Land Rover, ben ça se peut que vous reteniez plus d'informations que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt envers les voitures. Donc, mais pour nos vidéos, bien évidemment, l'attention sélective, donc sur quoi on veut mettre le focus, sur quoi nos élèves qu'est-ce que nos élèves s'attendent à voir et les caractéristiques physiques et sonores qui vont se retrouver dans la vidéo. Ça va jusque-là, j'ai pas perdu personne. Si je vous ai perdu, vous pouvez me l'écrire dans le chat parce que je vous vois pas, ça me rend triste. Donc, comme je disais, la mémoire retient, excellent, un pouce, merci. La mémoire retient plus facilement ce qui attire l'attention et les premiers et derniers éléments d'une série. Donc, tantôt, quand on a fait la série de lettres et de chiffres, Brigitte Louise nous a sorti les premiers et les derniers éléments de la série. Et ça, c'est un facteur de rétention super commun. Vous remarquerez qu'on retient souvent le début et la fin d'une phrase, mais pas le milieu. Donc, ce qui est important dans votre vidéo, mettez-le au début et à la fin. Ça, c'est super pertinent pour vous assurer que c'est retenu. Donc, voilà pour les bases de la mémoire et de la perception. Maintenant qu'on est armé de toutes ces notions super intéressantes, on parlait de visuel et de caractéristiques physiques. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une diapo spécifiquement sur les repères visuels. Pour s'assurer que notre bonne information est encodée, on peut utiliser plein de techniques. Donc, on peut faire des flèches, faire des éléments importants. Si vous êtes des personnes qui regardez souvent les internets, YouTube, et etc., vous remarquerez que c'est souvent utilisé dans les tutoriels, faire des flèches pour mettre de l'avant les éléments importants. Les symboles pour mettre l'accent sur les mots qui sont verbalisés. Donc, si vous voulez absolument mettre l'accent sur, justement, encore l'outil sélectionné, là, vous devez absolument inverser la sélection. Et là, vous voulez que ça soit clair qu'on inverse la sélection, mais ça pourrait être entourer le mot inverser la sélection dans votre vidéo. Donc là, on met vraiment de l'avant entourer la sélection. On peut aussi zoomer sur une région de l'écran. Comme ça, on porte plus attention à cette région-là, parce que si il y a beaucoup de choses qui se passent,
si vous parlez dans un coin, il y a, je sais pas, un pop-up dans le bas de votre écran pendant que vous enregistrez et que qu'est-ce qui se passe? C'est complètement en bas à gauche. Ça se peut que l'élève se perde dans la façade visuelle. Donc, le fait de zoomer sur une région, quand c'est quelque chose, par exemple, de très précis, ça peut faire qu'on porte beaucoup plus attention puisqu'il n'y a pas d'autre chose qui va nous distraire parce qu'on sait que le cerveau est facilement distrait. Et il y a plein d'autres solutions selon le besoin de la vidéo. Donc, je vais vous en montrer aussi un peu plus loin. Mais il faut faire attention parce que si on met trop de choses, comme plein d'affaires qui popent tout en même temps, l'élève va être assailli, son cerveau ne saura pas sur quoi se concentrer. Donc, on essaie d'y aller un truc à la fois. Je vais vous montrer des exemples de qu'est-ce que moi j'ai fait quand on parlait d'appréciation. C'est un sujet que les élèves n'apprécient pas tant en art plastique. Donc, j'ai essayé de rendre ça divertissant. En fait, les repères visuels, ça va nous permettre justement d'avoir une charge cognitive adéquate si on fait juste assez stimuler le cerveau. Et en fait, on va garder la motivation parce que s'il n'y a rien qui se passe, ça se peut que l'élève fixe le vide. Même si c'est l'élève le meilleur intentionné de la Terre, ça se peut vraiment qu'il se mette à fixer le vide après un certain point. Un exemple ici où est-ce que j'ai mis en évidence les propos. Donc, je voulais dire que l'art, souvent, est un reflet de la société et je trouve que c'est un truc super important quand on interprète une œuvre d'art. Donc, je leur parlais de l'interprétation et j'ai utilisé les mots dans mon écran littéralement en faisant des mouvements de main pour que ce soit vraiment, vraiment supporté pour qu'ils comprennent que l'art et la société étaient super importants pour l'interprétation. Ici, j'ai parlé en fait de l'impression. Donc, quand on regarde une œuvre d'art ou quand on en fait, n'importe quelle chose qu'on regarde en premier nous crée une première impression et donc, heu, je me suis dit: «Quoi de mieux qu'utiliser des emojis?» qui est vraiment un phénomène fréquent dans leur vie, qu'ils utilisent vraiment tous les jours, pour venir illustrer les différentes impressions qu'on peut ressentir, quand on regarde une œuvre d'art pour la première fois. Donc, ça supportait dans le fond les mots que je disais. Donc, quand je mettais: «OK, j'aime cette œuvre», ben, c'était le pouce en l'air, l'œuvre me rend perplexe, le petit bonhomme qui est perplexe et ainsi de suite pour vraiment mettre de l'avant les émotions qui étaient véhiculées, dans l'impression qu'on peut utiliser pour les élèves. Donc encore une fois, utiliser des images pour mettre en évidence les propos. On J'ai fait beaucoup de vidéos sur les clichés parce que c'est très problématique en art plastique, surtout au 1er cycle, il arrive, plein de clichés et donc quand je parlais justement petite maison avec un toit, ben, la maison apparaissait, petit arbre, le petit arbre apparaissait, le petit nuage, le petit nuage apparaissait. Donc en faisant ça, je garde l'attention de mes élèves et ça permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce que j'essaie de verbaliser. Donc le fait de dire, «Petit soleil avec des lignes, avec un bonhomme sourire dedans», peut-être que pour un élève qui est moins visuel, c'est pas clair, mais le fait de l'avoir affiché, ben, pour lui, c'est beaucoup plus clair à ce moment-là. Donc c'est une autre façon qu'on peut utiliser des images pour mettre en évidence ce qu'on essaie de véhiculer. Et bien évidemment, le classique de la flèche. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas essayé ce logiciel, c'est merveilleux, c'est Artbreeder. C'est un truc d'intelligence artificielle. Je vous le conseille fortement. On a même un tutoriel sur le YouTube du récit que vous pouvez voir pour aller l'essayer. Donc, j'utilise des flèches, en fait, pour indiquer je suis rendue à quel outil. Comme ça, la personne qui regarde le tutoriel sait exactement quel outil j'utilise pour faire la manœuvre qui est affichée à l'écran. Donc, si vous faites un vidéo tutoriel justement pour un logiciel, c'est super pertinent d'utiliser ce genre de technique parce que des fois, il y a beaucoup de choses là, c'est pas une grosse interface. Mais si je pense par exemple à GIMP, où est-ce que la barre d'outils à gauche, elle est assez chargée et chaque outil contient des sous-outils, c'est pratique de pouvoir indiquer où est-ce qu'on est pour que la personne qui suit les vidéos ne soit pas perdue par la suite. Donc, en plus de qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour que ça accroche notre élève, il faut penser à comment on va, en fait, quel type de vidéo on va aller créer. Donc, est-ce qu'on veut seulement l'écran? Est-ce qu'on veut voir l'écran et la webcam, donc la caméra de l'ordinateur avec notre visage? Est-ce qu'on veut filmer un plan de travail, si c'est par exemple pour euh, une démonstration sur l'utilisation de l'aquarelle, une démonstration de doigté. Et là, on veut absolument filmer quelqu'un avec un instrument ou avec un pinceau, par exemple. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 écrans? Donc, je sais que c'est étrange à dire comme ça, mais vous allez comprendre plus loin pourquoi je vous dis ça. La modalité qu'on va choisir va permettre justement à notre élève d'avoir la charge cognitive adéquate par rapport à ce qu'il doit apprendre et ça va lui permettre d'apprendre. Donc, si on prend différentes modalités que j'ai en exemple pour vous ici, donc enregistrer l'écran uniquement. Donc, ici, c'est un tutoriel que j'avais déjà fait. Donc, on voit juste mon écran. Il n'y a rien d'autre qui se passe.
et là, je bouge les choses et là, ben, on n'entend pas le son, mais je parle à mes élèves en même temps. Donc ça, c'est un peu le classique. On peut enregistrer l'écran avec la webcam. Donc, c'est la même séquence que tantôt, mais je trouvais qu'elle fitait bien pour l'exemple. Donc, on me voit qui explique en haut à gauche qu'est-ce qui se passe dans mon écran en bas à droite. Et ça, je peux vous dire par expérience, parce que j'ai testé comme plein de différentes façons, les élèves aiment vraiment plus ça nous voir. Ils sont plus à l'aise si notre visage est là que si notre visage n'est pas là. Je sais pas si là-dessus, je sais pas s'il y a des études scientifiques qui se basent là-dessus, là, mais c'est probablement relié au sentiment d'appartenance à l'enseignant, là, le lien concret avec nos élèves, mais ils aiment vraiment plus ça. Même si c'est notre voix qui parle, ils aiment ça nous voir. C'est vraiment quelque chose qui sont intéressant pour eux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit: «Je prends peut-être de l'avance, est-ce que vous utilisez les vidéos en classe inversée ou davantage en classe?» Heu, ben, je vous dirais que les concepts que je vous montre sont bons pour tout ça, parce que l'étude, elle est basée sur la classe inversée, mais ça s'applique super bien au tutoriel. Fait que dans les 2 cas, ça fonctionne bien. C'est vraiment parce que j'ai mis les sources à la fin, si vous voulez aller fouiller dans le papier que je suis allée utiliser, puis les sources aussi que j'ai trouvées, extra là, c'est super pertinent. Ça parle vraiment de l'impact vraiment de la charge cognitive et de l'apprentissage et de la motivation en classe inversée, puis, aussi en usage de vidéos, mais dans le contexte de classe. Donc pas juste en classe inversée, mais c'est mettons vous êtes en classe, puis vous voulez faire travailler vos élèves avec des vidéos tutoriels aussi. C'est vraiment ça s'applique vraiment aux 2. Donc ici, filmer le plan de travail. Donc, si vous faites des démos, ça peut être super utile. Et puis, ben, tu sais, c'est ça, il faut juste s'assurer d'avoir un équipement fixe pour que ça fonctionne. Sinon, ça peut être un peu broche à foin. Et ici, intégrer une vidéo dans une vidéo, j'ai utilisé ça parce qu'on utilisait un logiciel pour faire un expo. Puis, utiliser le logiciel demandait des manipulations sur le clavier. Puis là, je me disais: «Si j'ai mes élèves, là, tu vas peser sur la flèche, là, tu vas faire ci, là, tu vas faire ça va être tellement moins clair que si je filme mon clavier pendant que je me promène». Donc ça permettait aux élèves de voir vraiment: «OK, c'est quoi les touches du clavier que la madame a fait?» pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi si vous avez besoin de manœuvres physiques et quelque chose qui se passe dans l'écran en même temps. Ensuite, pour s'assurer que justement, encore une fois, la bonne information est rentrée dans le cerveau de notre élève, il faut découper l'information. Si on découpe pas les étapes et si on donne tout d'un coup à notre élève, il y a de fortes chances qu'il retienne à peu près rien. Parce que souvenez-vous du merveilleux filtre de la mémoire de travail, si on segmente, c'est beaucoup plus cohérent. Et ça nous amène ça à ne pas surcharger le contenu. Parce que si je parle des couleurs secondaires, ça ne me sert à rien d'aller parler des couleurs tertiaires si ce n'est pas l'objectif de ma vidéo. Donc, restez vraiment au point où est-ce qu'on veut rester. Et un truc que j'ai découvert avec le temps, quand je fais des vidéos tutoriels sur des logiciels avec des manœuvres plus complexes, je fais des pauses dans ma vidéo. Donc, on va aller faire fichier, ouvrir, on ouvre. Parfait, je vous laisse 10 secondes et vous allez ouvrir le fichier. Et là, il y a 10 secondes de temps, oups, de vidéo. Et là, l'élève fait la manœuvre et là, je continue. Donc, ce que ça permet que l'élève n'a pas besoin de faire arrêter lecture, faire le truc, arrêter lecture, faire le truc parce que ça les fâche. Je vous le dis. Moi, ça m'est ça m'a été dit plein de fois: «Madame, vous allez trop vite, puis là, il faut faire arrêter tout le temps, puis là, il faut faire play, pause, play, pause». Donc, laisser la pause dans la vidéo, ça aide nos élèves. Et moi, souvent, je double le temps que la manœuvre m'a pris. Fait que si ça m'a pris 10 secondes, je leur laisse 20 secondes. Comme ça, je m'assure que même l'élève qui est moins féru de technologie est capable d'effectuer la manœuvre dans le bon temps. Ce que ça permet, c'est justement notre charge cognitive qui va pas être surchargée parce qu'on n'aura pas trop d'informations lancées en même temps et l'élève va avoir le temps de décanter, faire la manœuvre. Ça garde la motivation parce qu'il ne vit pas de frustration face à la situation et il apprend des choses parce que justement, il est motivé, il n'est pas surchargé. Donc, son cerveau est prêt à apprendre plein d'affaires. Et super important, justement, comme je disais, segmenter aussi, garder ça propre, faire du ménage, ne pas surcharger pour rien avec des informations qui ne serviront pas. Parce que si l'élève est moindrement moins attentif à ce qu'il doit apprendre, sa mémoire va peut-être pas garder les bonnes infos. Fait qu'on veut vraiment y aller à l'essentiel pour s'assurer que justement, il est pas surchargé puis qu'il est motivé encore quand c'est le temps de faire la démarche qui a été montrée. Donc, un exemple de segmenté. Donc, voici mon petit classroom.
de mon cours d'art visuel et multimédia. Donc, vous voyez que mes exercices GIMP sont séparés par outil. Donc, j'ai un exercice par outil, un vidéo par outil. Comme ça, l'élève n'a pas besoin d'aller chercher dans une vidéo de 20 minutes à quel endroit est-ce que je parle du correcteur. Il l'a dans son vidéo, tout seul, facile d'accès, et voilà. Et il n'y a rien d'autre dans la vidéo que le correcteur ou le barbouillage, et ainsi de suite. Il y a un exemple de pause pour exécution, donc pendant nos exercices de clichés, que ça, on a utilisé ça en fait en classe. Parce qu'on voulait profiter du temps qu'on avait pendant que les élèves étaient en exercice pour rencontrer nos élèves individuellement pour le cahier de traces. Donc, j'ai mis simplement la vidéo au tableau. Puis, OK, et voilà, tu suis qu'est-ce qu'il y a au tableau. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser en contexte de classe. Ça, c'est super le fun. Puis, c'est des exercices, ça roule, parfait. Bon, tu as 10 minutes, go. Maintenant, tu es rendu à tel exercice, tu as 20 minutes, go. Et ça vous permet de faire un suivi avec les autres élèves en cadre d'atelier. Ça peut être super pertinent pour autonomiser les jeunes un peu. Maintenant, la durée. Donc, il y a plusieurs études qui se sont portées sur le sujet et vous voyez, je vous ai mis la référence directement là. 6 minutes, c'est la durée maximale qu'un étudiant moyen va maintenir son attention. Si votre vidéo a plus que 6 minutes, vous allez les perdre. Donc, il faut vraiment garder ça court. C'est pour ça qu'on veut vraiment toujours segmenter et y aller à l'essentiel. On s'assure que notre élève est motivé, qu'il ne perd pas son attention. Et si en plus on utilise des trucs visuels, des caractéristiques physiques qui vont popper, des petites couleurs, des petits sons, mais là, c'est sûr qu'on va réussir à garder son attention tout le long de la vidéo. Bien évidemment, si vous utilisez mon petit truc de mettre des pauses pour que l'élève fasse la manipulation, ça se peut que la vidéo dure 10 minutes. Mais c'est pas 10 minutes de visionnement passif. Ça va être 30 secondes de visionnement passif, 30 secondes d'action. 1 minute de visionnement passif, 30 secondes d'action. Donc, à ce moment-là, la vidéo peut durer plus longtemps, c'est pas grave. Mais si c'est vous qui parlez ou qui montrez une technique, on ne dépasse pas 6 minutes. Comme ça, on s'assure de la motivation et de l'apprentissage de nos élèves. On veut vraiment s'assurer de la clé du succès. Encore une fois, il y a plusieurs études qui ont fait des recherches sur le ton et le débit de voix dans une vidéo. Et ils ont démontré qu'un style conversationnel, donc comme quand on parle à nos élèves, est plus gagnant qu'un style de lecture de texte, un peu comme un oral. Vous êtes probablement CP ou enseignant, ou dans le domaine de l'enseignement, vous savez c'est quoi enseigner en classe un peu. Si on parle toujours sur le même ton, puis là, on dit aux élèves, donc vous allez appuyer sur fichier. Ensuite, vous allez faire enregistrer. Maintenant, je vous garantis que vous perdez tout le monde. Ça, là, c'est la pire affaire. Donc, allez-y vraiment avec comment vous êtes naturellement. Allez-y pas avec une structure trop intense parce que sinon, c'est sûr que les élèves vont décrocher. Puis en plus, ils vous reconnaîtront même pas. Ça l'aidera pas du tout à votre cas. Donc, on essaie de jaser en expliquant qu'est-ce qui se passe. Et le débit de parole aussi aura un impact. Donc, si on est plus rapide et enthousiaste, l'élève va être comme plus motivé à faire l'activité que si on est un débit très lent et très monotone. Donc, vraiment, le ton et le débit, pour la motivation de vos jeunes, c'est super important, surtout si c'est une vidéo qui est 6 minutes. Là, vous êtes sur la ligne, vous jouez avec le feu. Essayez d'être enthousiaste et motivant pour vos jeunes. Ensuite, là, c'est beau tout ça, mais comment qu'on prépare ça? Un vidéo tutoriel. Et là, je vous parle de mon expérience personnelle parce que j'en ai fait beaucoup et j'ai fait des erreurs plusieurs fois aussi. Donc, le plan. Le plan peut se faire de plusieurs façons différentes. Donc, on peut faire un plan point par point, on peut faire une carte mentale, on peut faire un verbatim. Là, je mets des grosses astérix ici dans les airs. Attention, si vous faites un verbatim, ça se peut que le ton devienne monotone et pas enthousiaste. Et là, les jeunes vont peut-être décrocher. Donc, moi, j'aime mieux privilégier le point par point si je veux être sûre de rien oublier. Parce que si on n'a pas l'espèce de spontanéité de l'improvisation du moment, on perd un peu l'authenticité et là, l'élève a moins de chances d'accrocher. Et aussi, je vous conseille de faire un essai pré-enregistrement de la procédure. Parce que si le logiciel a changé depuis la dernière fois que vous l'avez fait, ça se peut que vous le refassiez 2 puis 3 fois et ça devient vraiment insultant. Donc, moi, je veux toujours un essai en premier. OK, je vais faire ça, 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 ça. Parfait, ça fonctionne. Maintenant, j'y vais de façon
officiel. Parce que sinon, c'est ça, ça peut causer de la frustration. Vraiment, là. Hein? Donc, ici, voici mon point par point pour la formation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pas des phrases, c'est vraiment qu'est-ce que je veux pas oublier. Donc, ça, c'était qu'est-ce que je m'étais fait pour pas oublier l'information. Et ça, c'est la carte mentale que j'avais fait quand j'ai planifié ma formation sur mon tutoriel vidéo, excusez-moi, sur Heartbreeder. Donc, les choses que je ne voulais pas oublier. Donc, c'est deux modes super différents, mais les deux fonctionnent très bien pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on veut pour pas arriver à notre enregistrement et qu'on ait sauté des étapes, oublier des choses, oublier des petits détails qui sont importants pour la vidéo. Donc, pour enregistrer son écran, si c'est le cas, vous voulez enregistrer votre écran, vous voulez enregistrer votre écran et votre webcam, peu importe ce que vous avez envie de faire. Il existe différentes plateformes, différents logiciels, il y en a pour vrai vraiment beaucoup. Donc, sur Apple, si vous êtes Mac ou iOS, on peut utiliser la fonction enregistrer l'écran qui est disponible sur iPad et sur iPhone. C'est super pratique si, par exemple, vous êtes dans Keynote et là, vous voulez montrer quelque chose à vos élèves. Vous pouvez simplement enregistrer l'écran de votre iPad et aller faire la démarche dans l'iPad, fermer l'enregistrement et ça vous fait une vidéo toute seule. On peut aussi utiliser QuickTime si vous êtes sur un Mac pour enregistrer ce qui se passe dans votre écran. Et si vous voulez avoir votre webcam en même temps, vous pouvez enregistrer avec Screencast-O-Matic qui maintenant est sur Internet et dans votre ordi en même temps. Donc ça, il faut voir les techniciens informatiques si vous voulez utiliser ce genre de logiciel-là. OBS, qui est téléchargeable, qui est gratuit, mais ils sont tous gratuits, là. Il est vraiment le fun. Si vous voulez tester l'enregistrement d'écran à un autre niveau, OBS est super, super trippant. Il a de l'air compliqué, mais il ne l'est pas. Il faut juste s'asseoir, le regarder, puis jaser un peu avec. Et d'habitude, on s'en sort bien. Il y a aussi Loom, qui est une application qui est normalement payante, mais qui a des bénéfices pour l'éducation. Donc, on peut l'avoir comme version gratuite avec quand on est éducateur, donc quand on travaille dans des écoles. Je l'ai essayé, ça va super bien, c'est super le fun aussi. Donc, c'est toutes des plateformes qui peuvent être utilisables pour enregistrer si vous êtes sur Apple. Et si vous êtes sur Windows, il y a bien évidemment les mêmes plateformes que je viens de vous nommer sur Apple, mais il y a aussi la fonction Windows Alt R. Ça va ouvrir votre Xbox Play, je crois que ça s'appelle. Je sais que c'est étrange, mais toutes les Windows ont ça. C'est comme dans l'ordinateur. C'est une interface de gaming, mais ça vous permet d'enregistrer des vidéos. Ok, c'est super pratique. Donc, on fait Windows Alt R pour record, j'imagine. Ça enregistre notre écran. On appuie sur arrêter quand on a terminé. Puis, ça va nous mettre la vidéo dans le petit dossier, dans le dossier vidéo, littéralement. Donc, ça va super bien, ça aussi. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, puis là, vous avez essayé cette affaire-là, puis ça ne fonctionne pas, il y a un autre truc aussi que vous pouvez faire, que je faisais avant de découvrir ce logiciel-là et un autre logiciel là, que j'utilise aussi. Enregistrez votre écran en prenant votre temps. Donc, vous faites une démarche, vous comptez quelques secondes, une deuxième, un troisième clic, un quatrième clic, et par la suite, vous pouvez vous narrer vous-même. Donc, ça peut vous permettre de pas rien oublier, rajouter du contenu si vous avez peur de oublier des choses en faisant les clics, parce que des fois, faire deux choses en même temps, quand on est un petit peu stressé, c'est pas tant évident. Donc, on fait notre démarche et on se narre par la suite. Donc, on peut enregistrer littéralement notre caméra d'ordinateur qui explique, donc, en ce moment, j'appuie sur Fichier. Ensuite, je vais appuyer sur Ouvrir, blablabla. Bla, 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 et on peut venir mettre les deux vidéos dans une même vidéo au montage. On va l'avoir. Ah! Le montage! Donc, vous avez des logiciels qui sont téléchargeables, des logiciels qui existent dans l'Internet et des logiciels qui sont dans Internet avec un compte. Donc, j'ai mis les 3 colonnes ici. Mais là, il y en a plein, ça c'est certain. Donc, si vous voulez plus de suggestions, je sais que Marie-Ève en connaît une quantité franchement astronomique. Donc, on a plein de suggestions pour vous. Donc, sur Apple, on a Wonderchef Filmora qui est téléchargeable, qui va super bien, mais qui laisse un filigrane à la fin de votre vidéo. Donc, des fois, c'est pas le fun d'avoir fait dans Wonderchef Filmora. C'est un peu moins le fun. On a iMovie qui vient avec tous les appareils Apple. Donc, c'est facile d'usage. C'est très, très user-friendly, comme ils disent. Et on peut faire dans tout cela, on peut mettre une vidéo dans une vidéo. Là. Comme je vous disais tantôt, si vous filmez votre écran, puis après ça, vous voulez intégrer votre visage dans le coin avec votre écran en arrière, ça peut fonctionner.
Sur Internet, on a CapCut, qui est utilisé beaucoup sur les appareils mobiles, mais si vous voulez faire de la vidéo avec du texte, c'est plus facile d'avoir un ordinateur, donc je conseille plus la version web. Par contre, la version sur appareil mobile est vraiment le fun. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, ça vaut la peine. Avec compte sur Internet, on a aussi Capwing, qui est gratuit, qui est super le fun. Encore une fois, interface très user-friendly, ça va super bien. Et on a WeVideo, qui a une version aussi payante, mais qui a une version gratuite. Lui aussi laisse un filigrane à la fin, par contre, si vous utilisez la version gratuite, qui est une interface très, très simple d'usage. Donc, si c'est la première fois que vous essayez ça, iMovie, WeVideo, c'est très, très simple à utiliser. Fait que ça pourrait être peut-être plus facile pour un départ. Sur Windows, on a à peu près la même chose, à la différence de iMovie parce que, bon, c'est seulement iOS. Donc, je vous en ai rajouté un autre ici qui est seulement PC, qui s'appelle VSDC, qui est téléchargeable aussi. Donc, lui, il est complètement gratuit, il laisse pas de filigrane. C'est vraiment un logiciel de montage de vidéo classique. Ah, wow! Donc, on a Vanessa qui nous dit qu'elle a fait acheter Wondershare Filmora pour son école et elle a la licence à vie. C'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment bien fait. Puis, ils ont une panoplie d'outils. Ils n'ont pas juste le montage vidéo, là, ils ont vraiment plein de choses vraiment chouettes. Donc, c'est bien à découvrir, ces petites choses-là. Il y a Marc-Olivier aussi qui a ajouté qu'avec Oui. avec PowerPoint, on peut faire, on peut enregistrer notre écran puis ajouter notre vignette en même temps. Avec Puis PowerPoint, aussi, ils sont rendus évolués. oui, oui, oui. Puis aussi, la même chose avec Keynote, je voulais juste le préciser, c'est la même chose avec Keynote maintenant, avec Keynote Live Vidéo, où on peut ajouter une caméra externe qui peut être, la caméra, ça peut être notre iPad, ça peut être notre iPhone, ça peut être une webcam, plein de trucs différents comme ça qu'on peut rajouter à l'intérieur de notre diaporama. Fait que maintenant, c'est la puissance des nouveaux des mises à jour, des nouveaux outils de diaporama, de bureautique habituels qu'on a dans nos appareils qui prennent en considération les nouveaux usages dont on a besoin. Exactement. Si je peux me permettre, hier, je donnais de la formation, puis j'avais un iPad qui était celui de l'enseignant, qui était à mon écran. J'avais 2 iPads d'élèves et j'avais mon visage en mortaise, tout ça en live dans ma diapositive. Magnifique. J'aurais pu ajouter mon téléphone si j'avais voulu. J'aurais pu rajouter un autre iPad, mais là, la limite, c'était la surface d'écran. C'est que c'était vraiment super pour illustrer chez l'enseignant ce que ça faisait, chez l'élève ce que ça faisait. Vraiment cool. C'est merveilleux. C'est Keynote que tu as utilisé précédemment? Keynote, ouais. Oui. Il y a vraiment des outils super chouettes qui sont développés suite à l'enseignement à distance. Ils n'ont comme pas le choix de s'adapter à la nouvelle réalité des enseignants, essayer de nous donner un petit coup de main dans, dans notre adaptation. Quelques points à ne pas négliger. Donc, avant de commencer tout ça à filmer et ainsi de suite, assurez-vous que votre micro est allumé et fonctionnel. Oh, combien de fois ça m'est arrivé d'enregistrer un tutoriel complet et de me rendre compte que le micro était fermé ou ne fonctionnait pas. Donc, faites des tests de micro. Pour vrai, ça peut susciter beaucoup de frustration. Je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, là. Assurez-vous que votre caméra fonctionne, au besoin, si vous voulez qu'on voit votre visage à l'écran. Si vous utilisez un appareil mobile, assurez-vous que vous avez assez d'espace pour enregistrer parce que ça peut arrêter tout seul. Surprise! Donc, si vous enregistrez, par exemple, sur iPad, assurez-vous que vous avez de l'espace dans votre iPad ou que la synchronisation se fait avec le nuage. Ça peut vous donner un coup de main. Appuyez sur enregistrer réellement. Je sais que c'est étrange à dire, mais il faut vraiment vérifier que l'enregistrement a démarré. Des fois, on appuie, puis ça enregistre pas pour vrai. Et là, on part. Puis là, c'est beau, puis c'est grandiose, puis c'est satisfaisant. Et ça l'a pas enregistré. Donc ça peut faire vraiment vivre beaucoup de frustration. Donc, assurez-vous que l'enregistrement a vraiment démarré. Souvent, les logiciels, ils ont un petit 3, 2, 1 ou un petit point rouge qui apparaît quelque part, là. Trouvez le point rouge et assurez-vous qu'il est réellement existant. Et je vous conseille quand vous appuyez sur enregistrer, comptez 3 secondes, après commencer à parler. Et quand vous avez terminé, comptez 3 secondes et après appuyez sur arrêter. Parce que
S'il y a un léger décalage, ça se peut que ça coupe vos mots. Et là, ça commence, au lieu de faire bonjour, ça va faire onjour ou jour, ce qui est un peu moins agréable. Des fois, prendre juste un mot, c'est un peu insultant. Donc, comptez vraiment un peu comme on fait en tournage, là, 3, 2, 1. Puis après ça, on se met à parler 3, 2, 1. Après ça, on arrête. Comme ça, on s'assure d'avoir vraiment tout ce qu'on veut. Et pendant que vous enregistrez aussi, essayez de parler lentement. Je suis pas la meilleure personne pour donner le conseil, je le sais, mais prendre des respirations, parler lentement, parce que ça peut vous servir si, par exemple, votre tutoriel est justement grandiose, mais il y a un petit moment où est-ce que le son a coupé, ou est-ce que vous avez oublié cette petite manœuvre, ou qu'il y a vous devez rajouter quelque chose qui doit apparaître. Le fait d'avoir des pauses vous permet de couper sans que ça coupe dans vos paroles. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant qu'un tutoriel qui fait « Alors là, vous allez… » Puis là, les élèves remarquent ces choses-là. C'est des assidus de YouTube. Ils voient des tutoriels professionnels à longueur de journée. Donc, si vous vous mettez à parler à un robot, ils vont s'en rendre compte. Et ça, c'est moins agréable à regarder. Ils vont peut-être perdre un petit peu de motivation. Donc, aussi enregistrer l'enregistrement, parce qu'il y a des plateformes d'enregistrement qui enregistrent, et là, ça existe. Et là, si vous ne faites pas la démarche de sauvegarder cet enregistrement, il va s'effacer. Donc, par exemple, je pense à Screencast-O-Matic. Si vous ne faites pas l'opération sauvegarde télécharger sur mon ordinateur, l'enregistrement va disparaître une fois que vous fermez le logiciel. Donc, super important d'enregistrer l'enregistrement. C'est vraiment un must dans la vie. Est-ce que je peux repartager un truc oui, aussi? vas-y. Évidemment, avec le récillard, on fait vraiment beaucoup de tutoriels. Puis à un moment donné, moi, je visais rien de moins que la perfection. Tu sais pourquoi pas? Fait que dès que je faisais une erreur, j'arrêtais mon enregistrement. Et là, je recommençais. Puis là, je disais, ah non, c'est vrai, dans l'autre, j'ai dit telle affaire, mais là j'ai oublié de le dire. Là, j'arrêtais. Je recommençais tout le temps à partir de 0, puis de 0. Et à un moment donné, je voulais prendre mon ordinateur, le shaker de main, puis le tirer par la fenêtre. Alors, quand vous faites une petite bévue, une petite bourde, ou vous faites de la dyslexie dans un mot, puis vous inversez les syllabes, faites juste une pause dans votre enregistrement pour qu'il y ait un plat au niveau de l'audio que vous allez probablement pouvoir voir au montage. Et tout de suite après, mettons, je fais mon lapsus. Ah. Je recommence ma phrase et là, je ne me trompe pas. Puis tout ce qui est bon avant est pas jeté. Alors, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non. Donc, pour vous éviter du trouble, essayez ça. Un petit silence ou encore… Et là, ça fait 2 pics dans votre audio, puis vous êtes capable de localiser où est l'erreur. Oui, c'est super important. C'est un excellent point. Merci, Brigitte-Louise. Parce que c'est vrai que recommencer pour rien, c'est complètement insultant, là. C'est vraiment insultant. Puis si vous parlez lentement, justement, vous allez pouvoir vraiment couper le petit bout sans que ça saute. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille très fort. Oui, hein? On est toutes c'est parce qu'on vit comme de la joie et de l'énervement, puis on est comme: «Ah, je vais communiquer ce que je sais!» Puis finalement, bon, on parle trop vite. Donc, c'est ce qui met fin à la portion, du tutoriel de ma présentation. Avant de vous laisser la parole, les questions et cetera, je vais juste faire notre petite pub pour le récit. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui est techno par rapport à vos disciplines, tous les lundis de 11 à 1, on est au Récit au bout du fil, qui est une salle Teams, parce que vous faites juste appuyer sur salle, vous rentrez, vous posez votre question et vous quittez. Tout ça en ayant le temps de dîner et en ayant une réponse à votre question, ou si on l'a pas, on va la chercher et on va vous l'envoyer. Donc, c'est vraiment utile si vous avez des questions techno. On a toujours 2 personnes de garde tous les lundis pour répondre aux questions de nos enseignants et de nos CP. Sur notre chaîne YouTube, on a une quantité incroyable de vidéos, de listes de lecture, de tutoriels, de webinaires. Ce webinaire va d'ailleurs se retrouver sur cette chaîne YouTube éventuellement. Donc, on a des listes de vidéos didactiques, on a l'enseignement à distance 4e secondaire, le cours au complet. Donc, si vous manquez d'inspiration en art plastique, il y a des projets complets. Allez fouiller là-dessus, ça vaut la peine.
Et vous pouvez aussi suivre pour ne pas manquer les publications parce qu'à tous les vendredis, on sort un truc article qui est un petit truc techno vraiment le fun. Donc, si vous payez sur suivre, vous allez pouvoir voir popper le truc article et aller avoir du plaisir le vendredi en regardant nos vidéos. On a aussi un Facebook, un Twitter et un Instagram. Tous les 3 sont assez actifs. Donc, vous allez vous abonner, voir qu'est-ce qui se passe. C'est toujours bien intéressant. Et finalement, on a la communauté du Réciart par laquelle vous pouvez recevoir les bulletins qui vont dire qu'est-ce qui se passe cet automne ou qu'est-ce qui se passe ce printemps. Donc, si vous voulez aller vous inscrire, vous pouvez simplement aller remplir le formulaire. Le formulaire est souligné parce qu'il y a un lien dessus. Donc, si vous appuyez dessus, ça va vous inscrire à la communauté du Réciart. Finalement, cette formation vous vaut un badge de participation parce que maintenant, on doit accumuler nos heures à tous les 2 ans de développement professionnel. Donc, si vous appuyez sur le petit lien du mot badge ou dans le clavardage, vous allez pouvoir obtenir votre badge de participation pour l'ajouter à la comptabilisation de vos heures de formation professionnelle. Et je vous ai mis, ça je ne vous les lirai pas, toutes les sources que j'ai utilisées. Donc, si vous allez fouiller dedans, libre à vous, c'est toujours bien d'aller s'informer. Et sur ce, ben, je vous laisse l'espace. Est-ce que vous avez des questions, des interventions, des expériences à partager, etc.? Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour la vidéo. Moi, je me rends compte que je fais justement de plus en plus des vidéos de tutoriels de mes démonstrations. Puis je me filme vraiment dans l'intégrale de comment je fais le projet. Puis ça dure tout le temps comme 15 minutes. Puis à chaque fois, j'essaie vraiment tout le temps de couper là, parce que ça pourrait être encore plus long. Fait que là, je coupe. Là, j'essaie, le plus rapide que je me rends, c'est genre 12 minutes. Là, je me rends compte qu'à 6, je sais pas en tout comment je vais faire pour limiter ça. Parce que j'essaie vraiment de montrer toutes les étapes du projet. Puis souvent, les élèves aiment ça savoir jusqu'à la fin, comment ils se rendent. J'ai commencé à intégrer des bouts en accéléré pour essayer de montrer l'étape tout de même, mais plus vite. Mais c'est ça, là, je ne sais pas si tu as des trucs pour essayer de raccourcir le plus possible les démos, parce que il y a des projets que tu fais que c'est difficile à couper. Là. Comme justement, je viens de faire là, perspective à 2 points de fuite avec secondaire 4. Puis là, j'essayais de montrer comment le faire, puis les mesures, puis tout ça. Puis c'était difficile pour moi de couper dans le gras. Bien, ce que je pourrais, je sais que ça dédoublerait un peu le processus, mais ce que je vous suggérerais, c'est de faire peut-être une vidéo sur comment faire le 2 points de fuite, une vidéo, mettons, sur quelle va être la thématique du projet. Puis, votre processus à vous, vous pouvez commencer, moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je parle à mes élèves, puis après ça, je rentre dans ma caméra. Ils aiment beaucoup ça quand je fais ça. Donc, comme bon, je vais vous présenter le projet que moi j'ai fait pour nanana. On va aller voir mon papier, et là, on va aller sur le papier, puis là, vous leur dites, donc, si vous posez des questions sur la technique de point de fuite, allez voir la vidéo de point de fuite qui est ici. Si vous voulez voir un récapitulatif du sujet, allez voir la vidéo qui est ici, et on part. Et là, vous pouvez vous mettre votre processus en accéléré. Puis après ça, ralentir à un certain point quand vous approchez du résultat final si vous voulez commenter sur certaines choses que vous trouvez pertinentes à souligner. Mais vous pouvez toujours mettre en accéléré puis faire une narration par-dessus aussi pour souligner certains éléments. Là. OK, c'est bon. Oui, ça pourrait peut-être faciliter le. Puis en même temps, l'élève qui est à la maison, qui a vu votre vidéo, n'aura pas besoin d'aller chercher. Il va faire ah, c'est vrai, la vidéo de Point Fit qui explique la technique est là. Ah, la vidéo pour le médium est là. Fait qu'il va vraiment aller chercher juste les infos spécifiques qu'il a besoin s'il ne veut pas aller voir la vidéo au complet. OK, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a aussi peut-être un autre petit truc si jamais vous mettez les vidéos sur YouTube ou sur Stream là, dans Microsoft, on peut chapitrer la vidéo. Oui. Donc, si jamais la vidéo elle est très longue, puis c'est sûr que ça demande du temps et beaucoup de pratique là, pour être capable de réduire nos vidéos dans un court délai. Donc, c'est correct si on la laisse, mettons, à 12 minutes pour commencer, mais en chapitrant, l'élève va, si l'élève qui sait déjà comment faire le point de fuite, par exemple, peut aller tout de suite au chapitre sur c'est quoi les exigences du projet puis les étapes du projet en particulier. Oui. Donc, ça peut aider un petit peu le processus. Définitivement. Peut-être un truc, mes élèves trouvaient que le son était mauvais, alors j'ai acheté un micro. Oui, c'est sûr qu'une fois qu'on est vraiment
on est dans la game du tutoriel vidéo et de la vidéo pour la classe immersive, etc., un micro, ça peut être super pertinent pour avoir vraiment un bon son parce que ça peut être énervant, un son qui griche à long terme. Absolument. Je seconde la motion, ça prend un bon son. Oui. Si on n'a pas de budget pour s'acheter un microphone, juste les écouteurs avec le microphone intégré, là, bien souvent, c'est suffisant. Mais à proscrire le microphone interne du portable dans une classe éco, on se met la table pour du trouble. Il faut notamment que la prise de son soit la plus proche possible, en effet, Ouais, pour s'assurer exact. qu'on ait un bon son. Exact. Donc, sur ce, ça serait tout pour moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé ça intéressant, et puis que vous allez sortir de ce webinaire avec des nouveaux outils et des nouvelles connaissances. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ne vous gênez pas pour venir nous voir au Récit au bout du fil, nous poser vos questions, ou juste venir nous dire bonjour, ça peut être bien. Puis, si vous avez des questions aussi, gênez pas pour nous écrire pour les poser si vous ne pouvez pas venir au Récit au bout du fil. On sert à ça. Donc, merci à vous et une excellente fin de journée à tout le monde. Merci Vanessa, bonne fin de journée. Bye, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.